Amnesty International a lancé le 16 mai 2017 la campagne de sensibilisation sur les défenseurs des droits humains en Afrique du Centre et de l'Ouest. Son leitmotiv, osons le courage des engagements pour favoriser et protéger l'espace civique et les défenseurs des droits humains dans cet espace. Qu'est-ce qui urge s'agissant de la protection des défenseurs des droits de l'homme? Pourquoi ces régions en Afrique? De quels moyens dispose l'ONG pour sa politique? Bonjour et bienvenue dans votre émission Angle de vue qui s'intéresse donc à la campagne lancée par Amnesty International, Osons le courage. Pour en débattre, Maître Julien Togbadja, avocat au barreau du Bénin, président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme au Bénin. Maître Julien Togbadja, merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. En face de vous, c'est Fidèle Kikan, directeur Amnesty International Bénin. Merci, puisque vous êtes habitué de ce plateau. Encore une fois, merci donc d'être là. Merci pour l'invitation et je remercie, c'est avec beaucoup de fierté que je mènerai ce débat avec Maître Julien, pour qui j'ai beaucoup d'admiration en fait. Merci, voilà. Plaisir d'être avec vous. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, allons donc voir ce qui fait l'actualité, puisque ici, Amnesty International devrait organiser ce mercredi 24 mai dans un hôtel à Yaoundé une conférence de presse qui a finalement été interdite. Il s'agissait pour l'Organisation de défense des droits de l'homme de partager le contenu de plus de 300 lettres et pétitions pour demander au président Paul Biya la libération de 3 étudiants condamnés à 10 ans de prison par un tribunal militaire pour avoir circulé sur Internet une plaisanterie sur Boko Haram. Le procès en appel est prévu pour le 15 juin. Fidèle Kikan, vous êtes le directeur Amnesty International Bénin. Est-ce que vous avez eu cette information et quelle est votre réaction? Naturellement, c'est un deuil dans ma famille Amnesty, et puis surtout quand vous lancez une campagne comme Osons le courage sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, et que vous avez fait le travail que nous avons fait, notamment dans la campagne écrite pour les droits humains en décembre dernier, sur le cas justement de ces 3 étudiants, dont le cas emblématique est le cas de Fomuso, ce jeune, qui a été le premier à relayer, pas sur Internet, mais via WhatsApp, un message sarcastique sur Boko Haram, juste pour pouvoir relayer un peu la question ambiante de difficulté de trouver de l'emploi au Cameroun, et que ces jeunes gens, parce qu'un message comme ça a été relayé et que l'enseignant a retrouvé le portable, les dénonce à la police et on les passe devant un tribunal militaire, et puis ils écopent de 10 ans de sentence. De par le monde entier, les militants de droits de l'homme se sont mobilisés et ont envoyé 310 000 pétitions et lettres au gouvernement camerounais pour dire ce procès n'est pas juste, il faudrait revoir, il faudrait simplement libérer ces jeunes étudiants pour ne pas gâcher leur avenir. Et c'était donc une conférence de presse pour restituer, disons, ce message de 310 000 personnes à travers le monde entier pour pouvoir transmettre ces pétitions au gouvernement. Et on interdit à une organisation comme ça de pouvoir faire une conférence de presse comme celle-là. Pour finir sur la question, vous montrer la désolation. Il y a 2 semaines, le même élément s'est passé en Belgique, où le secrétaire général d'Amnesty International s'est déplacé avec la section belge en bus et est passé d'institution diplomatique à institution diplomatique pour rendre compte de tous les autres cas de par le monde entier sur lesquels nos militants se sont mobilisés pour envoyer des lettres. Donc c'est une tradition d'Amnesty International et nous avons été surpris que le Cameroun se soit illustré par un refus de ce genre-là, quand nous connaissons le caractère diffus de la loi camerounaise sur le terrorisme, qui donc peut pénalement incriminer juste un message sarcastique. Ça nous inquiète et nous voyons que dans cet environnement, c'est encore plus juste d'oser le courage. Maître Julien Togbadja, vous êtes avocat. Quelle réaction cela vous suscite, une telle attitude des autorités camerounaises? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est le militant des droits de l'homme. C'est le militant qui réagit ici. Et c'est très déplorable. Et je dois dire au nom de la Ligue pour la défense des droits de l'homme que nous condamnons ce qui vient de se passer au Cameroun. Alors vous voyez, il a donné tout à l'heure l'exemple de ce qui s'est passé en Belgique. Et vous voyez tout de suite la différence avec ce qui se passe en Afrique.
Là, c'est dommage parce que, regardez, Amnesty est une organisation pacifique. Et ce n'est pas pour faire la guerre qu'elle veut faire cette conférence. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de mettre la pression quand même sur la justice? Et c'est juste. C'est juste de le faire. C'est juste parce que les citoyens, la justice n'est pas au-dessus du peuple. La justice s'est rendue au nom du peuple et les citoyens ont un droit de regard sur ce qui est fait par la justice. Aucune institution reste n'est au-dessus du peuple. Alors, ici, il s'agit d'une manifestation pacifique. Il s'agit des citoyens qui veulent dire leurs mots sur la gestion de la chose commune. Parce que la justice gère la chose commune. Alors, de cela, simplement, le gouvernement s'offusque, use de violence, arrête, disperse, etc. Mais non, voilà, c'est dramatique et on ne peut que condamner de tels genres de comportements parce qu'il est question d'échange. Amnesty veut communiquer, Amnesty veut informer. Alors, le gouvernement devrait quand même laisser faire. S'il y a la contradiction à porter, le gouvernement la porte. C'est ça les règles du jeu. Très bien, on va donc revenir à notre sujet du jour, puisque c'est vrai, ça entre dans le cadre de ce sujet, mais principalement c'est dans le cadre de cette campagne que nous sommes là. Les attaques contre les défenseurs de droits humains atteignent un niveau inquiétant partout dans le monde. En 2016, 281 personnes ont été tuées pour avoir défendu les droits humains, contre 156 en 2015. Au moins 87 défenseurs de droits humains et 48 journalistes ont été arrêtés arbitrairement en Afrique de l'Ouest depuis 2014, fait constater Amnesty International. Alors, Fidèle Kikan, est-ce que ce tableau suffit-il pour tirer la sonnette d'alarme? Je pense que c'est un service minimum que Amnesty International a rendu à travers ces deux rapports qui structurent la campagne de 2 ans que nous lançons, pas que en Afrique de l'Ouest, mais dans le monde entier, parce que nous avons sorti 2 documents. Le premier document, c'est Défenseurs des droits humains menacés, l'espace civique de plus en plus restreint, ça c'est le document mondial, mais comme de plus en plus on nous fait le procès de ce que Amnesty International est une institution internationale d'obédience colonialiste et autres. De plus en plus, notre bureau régional, quand on lance un document mondial, on essaie de ramener encore, de le contextualiser au niveau régional. C'est pour ça que le bureau régional a sorti un nouveau document pour accompagner cette campagne qu'on a appelée les voix dissidentes, les voix critiques étouffées. Et donc, ce qui fait que, voilà, nous avons 2 documents qui structurent la campagne. Alors, pour revenir à votre question, nous avons lancé cette campagne un peu pour attirer l'attention de l'opinion publique sur les principaux défis et dangers auxquels les défenseurs des droits humains font face aujourd'hui. Et ensuite, pouvoir ramener au niveau des dirigeants qui sont pour la plupart les oppresseurs justement de ces défenseurs des droits humains, pouvoir leur montrer les contributions énormes que les défenseurs des droits humains apportent tous les jours par rapport aux changements sociaux que nous observons. Voilà donc les 2 messages forts que cette campagne est supposée véhiculer à travers le monde et en Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier. Et malheureusement pour le cas typique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier. Oui, vous avez donné les chiffres, oui, mais je vais vous les synthétiser pour que vous compreniez bien. Il y a un manifestant pacifique qui est tué tous les 5 jours en Afrique de l'Ouest. Un manifestant pacifique qui est tué tous les 5 jours en Afrique de l'Ouest. Voilà la réalité. Mais Maître Juliette Obadiah, est-ce que, en tant que président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme au Bénin, vous avez un cas ou des défenseurs menacés dans votre pays aujourd'hui? Oui, d'abord, sur l'importance de la campagne, je voudrais vous dire que c'est une campagne qui nous concerne tous. Et les défenseurs des droits de l'homme ne seraient pas contraints de se battre, de faire ce qu'ils font, si nos gouvernants sont respectueux des textes. Il y a pléthore de textes sur la protection des droits humains, les droits civils et politiques, les droits économiques, culturels et sociaux, pléthore de textes, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., notre Constitution. Pourtant, au quotidien, les droits massivement violés, à tous les points de vue. Mais est-ce que vous pensez que les citoyens maîtrisent également leurs droits? Non, les citoyens ne maîtrisent justement pas parce que... C'est pour cela, justement, dans la Constitution du Bénin, il y a une disposition, l'article 40, qui fait obligation à l'État d'aider les citoyens à appréhender leurs droits, à les connaître. Rien n'est fait. Au contraire, dans un pays où l'ignorance est reine, où chaque jour on contribue à l'aggravation de l'analphabétisme, de l'ignorance,
les citoyens ne peuvent pas connaître leurs droits. Alors je parlais... Ce principe de droit dit aussi que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'État quand même doit pouvoir réguler. Non, tout à fait. Mais non, nous ne sommes même pas de le cas. Il s'agit de l'État violateur des droits. C'est l'État qui viole. Ah bon? Oui, c'est l'État qui viole. L'État viole les droits civils et politiques, les droits économiques, les droits culturels et sociaux. C'est de cela qu'il est question. Alors je disais que c'est tellement important ce que font les défenseurs des droits de l'homme. Nos suppléants, en somme. C'est l'État qui doit respecter les droits, donner l'emploi à la jeunesse, donner l'emploi à ceux qui en ont besoin, donner de la nourriture suffisante, assurer la santé, assurer l'instruction, etc. C'est la faille, l'incapacité ou le refus tout court, donc la démission des pouvoirs publics d'accomplir ces missions pour lesquelles en fait ils sont portés, ces dirigeants sont portés au pouvoir pour cela. C'est leur refus d'exécuter cette obligation qui fait que nous sommes obligés donc de nous battre. Alors nous battons, donc nous sommes en train d'assumer un service public important. La question de la défense des défenseurs est à ce point capitale que les dirigeants, les gouvernants, souvent leur inclination naturelle, c'est d'étêter les organisations, c'est de décourager, c'est de frapper, c'est de tuer. Il appartient nécessairement à la société de couver les défenseurs. Mais est-ce que dans votre pays, comme je l'ai demandé tout à l'heure, il y a un cas flagrant aujourd'hui de brimade en termes de défenseurs des droits de l'homme? Les cas sont tellement légion, on en cite tout le temps dans nos rapports, nos causeries et tout. Prenez donc au sein des militaires. La dernière fois, vous avez vu le caporal Gangou. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il ne demandait qu'une chose, le respect de ses droits. Il ne demandait qu'une chose, le respect des droits des militaires. Vous avez vu le sort qui lui est fait? Fusillé. Il y a plein d'autres. Ça, c'est pas l'État qui l'a fusillé quand même, c'est un de ses camarades militaires. Alors, Fidèle... Mais c'est les services de l'État, monsieur le journaliste. Pourquoi c'est l'État qui est responsable. Pourquoi de façon spécifique vous avez... C'est vrai, vous avez dit que c'était une campagne mondiale, mais vous avez cité deux régions de l'Afrique, l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest, et vous avez tout à l'heure déclaré que au moins il y a un défenseur des droits de l'homme qui est tué tous les 5 jours en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez de ces pays-là qui sont spécifiquement concernés? Oui, ils sont légion. On commence par notre propre pays. Maître parlait tantôt du caporal Dangou. Je parlerai de Innocent Yaka qui a été fusillé dans les mêmes conditions. Dans les manifestations de Banter, vous avez le cas vivant encore et dramatiquement malheureux de Martin Assogba qui est encore là. Vous avez la 115e session du Conseil des droits de l'homme qui a nommément fait des recommandations au Bénin de pouvoir continuer les enquêtes sur les cas, notamment de Martin Assogba, reconnu comme défenseur des droits de l'homme, de Jean-Christophe Ngbo, de René Miwanou, et puis d'autres cas, vous avez des cas très suspicieux de décès ou de disparition, comme Clément Doyon et autres, sur lesquels, quand vous regardez, vous avez le cas des 21 étudiants qui ont été exclus du fait de leur état de défenseur des droits de l'homme, c'est-à-dire de porte-parole des sans-voix. Et quand vous êtes dans un climat aussi disons, intimidant, vous avez comme l'impression qu'on veut vous forcer au silence. Et puisque vous parlez de pourquoi est-ce que nous avons fait situation beaucoup plus proche de chez nous, c'est pour être beaucoup plus proche de la réalité de chez nous. Si je me mets ici à parler de Edward Snowden, de Tantampillon, on va commencer à dire non, c'est les États-Unis, c'est ceci. Mais oui, Martin Assogba, il est encore vivant, heureusement. Caporal Dangou, son corps est encore là. Innocent Yaka, Isidore qui croupit à la prison d'Abomey pour avoir couvert les événements de Banté. Aucune enquête n'est faite par rapport à ça. Les 21 étudiants, comme Maître l'a dit la dernière fois à la conférence de presse, aujourd'hui, qui s'en occupe? Les 21, ils sont exclus, mais pourtant, ils ont porté la voix des sans-voix. Mais quand on prend les pays comme l'Érythrée, le Burundi, où on sait que les défenseurs des droits de l'homme sont toujours exposés, pourquoi votre rapport n'en parle pas? Parce que ah non, je ne sais pas si vous avez lu le rapport mondial qui est ici, et puis le rapport régional. Oui, je parle du rapport régional beaucoup plus. Nous sommes allés sur la plupart des cas patents. Alors, comme je vous ai dit, j'ai commencé à dire nous avons rendu un service minimum. Alors, nous avons nos méthodes d'investigation et parfois,
nous avons des informations, mais tant que nous ne sommes pas allés très loin, parce que nous sommes quand même sur des matières sensibles, et ces États-là qui sont capables d'interdire une conférence de presse, encore plus quand vous écrivez sur eux, il faut pouvoir prendre énormément de portée de gants. Donc, il se peut que les pays que vous citez là, qu'il y ait des cas que nous n'avons pas relayés, mais nous avons bien mis dans le rapport que c'est un service minimum. C'est juste quelques cas patents sur lesquels nous avons travaillé de façon sélective. Quand je parle d'innocents, d'oignons et autres, ce n'est pas les seuls cas, certainement, au Bénin. Il y a dans la masse diffuse d'autres cas qui nous sont revenus, mais sur lesquels nous n'avons pas les moyens de faire venir nos chercheurs, de pouvoir faire des recherches approfondies. Ceci dit, effectivement, des pays comme Burundi, vous avez votre confrère Birigima, oui, je crois, nous avons cité son cas. Nous n'avons peut-être pas cité, par exemple, le cas de votre confrère qui a été récemment condamné, justement, tristement célèbre, au Cameroun, je crois, Ahmed Ahmad. Nous n'avons pas cité parce que pendant qu'on le faisait, on n'a pas fini. Je pense Mauritanie aussi, nous avons cité le cas des 13 anti-esclavagistes. La Côte d'Ivoire s'illustre de façon très triste par rapport à ça, le Bénin, le Togo. Donc finalement, c'est une maladie contagieuse. Et je pense qu'elle est contagieuse parce que devant, il semble que la machine à répression et à faire peur des États est en train de payer. Et c'est pour ça que nous avons lancé ce cri de ralliement, de remobilisation pour dire non, ils vont venir, mais n'ayons pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans votre studio, ce n'est pas pour flatter Maître Tobadja, mais si nous sommes aujourd'hui dans votre studio même si nous sommes en clandestinité, mais félicitations parce que la justice est en train de faire son travail pour Sika TV. Si nous sommes aujourd'hui dans vos studios, c'est parce qu'il y a des gens comme Luc Tobadja qui, à un moment donné, ont osé pour dire, bon, ok, quel que soit ce qui se passe, je vais dire, advienne que pourra. Ce n'est pas qu'on envoie les gens à affronter l'État ou qu'on envoie les gens à l'abattoir, mais c'est pour dire, si vous ne le faites pas parce que vous êtes tributaire du sang et de la lutte des autres, alors si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez regretter demain parce que demain ce sera trop tard. Et c'est le sacerdoce que nous avons décidé de faire. Alors justement, Maître Julien Tobadja, cela m'amène à vous demander qui sont les commanditaires ou si vous le voulez bien, les instigateurs de ces brimades. Non, évidemment. En parlant des brimades, les instigateurs, d'abord, tous les cas d'exécution extrajudiciaire, d'emprisonnement, de violence contre les défenseurs, c'est les États, c'est les dirigeants des États. Autant dans le passé qu'aujourd'hui, ce sont donc les dirigeants, c'est eux les commanditaires, les donneurs d'ordre et les exécutants. Vous pensez? Parfaitement. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas détacher, si nous prenons donc les cas de tous ceux qui ont été torturés dans notre pays. Donc, leur cas est tout à fait lié au général Mathieu Kelekou, qui était le commanditaire. Il y a les exécutants, ceux qui ont fait directement. Si vous prenez le cas d'un Maurice Dansou, exécuté à Diakotomé, un Segla Pomassi, exécuté à Diakotomé, vous lirez immédiatement, c'est le gouvernement du renouveau, avec Soglo Nicéphore, c'est eux qui sont donc à la tête du pays à l'époque. Mais vous avez les preuves de ce que vous dites? Nous avons un rapport, précisément. Oui, mais est-ce que la justice les a condamnés? La Ligue a fait des enquêtes. Nous avons demandé. Alors, regardez bien. Lorsqu'il y a homicide, lorsqu'il y a mort d'homme, automatiquement, les pouvoirs publics doivent se saisir du cas. À commencer par le procureur de la République. Donc, vous leur imputez la responsabilité, même si une justice ne les condamne pas? Cela doit se faire. Si ce n'est pas fait, c'est une faute. Évidemment, c'est une question de responsabilité. Lorsque ça se passe, personne ne veut oser. Personne ne veut oser au niveau des appareils d'État. De sorte que tous ces cas sont restés. Mais demandez-vous, qui est le procureur de la République ou le procureur général qui, depuis que les événements du PRPB et tous les trucs successifs qui sont produits, qui a pris l'initiative de faire une procédure? Quel est le dirigeant qui a dit « éclaircissez-moi ce cas, faites-moi une enquête ». Pourtant, le code pénal est clair. Le code de procédure pénale est également très clair lorsqu'il y a mort d'homme. Dès que c'est signalé, automatiquement, la machine justice doit se mettre en branle. Cela n'est pas fait. Alors, donc, comme il vous le dit de façon très pertinente, le commanditaire, c'est l'État. L'oppresseur, c'est l'État et il a intérêt à étouffer. Donc, cette campagne-ci et tout ce que nous faisons et disons, ça a pour objectif de dire aux citoyens, levez-vous. La justice, nous devons obliger les oppresseurs à faire justice. Nous devons les obliger parce qu'ils ne sont pas là de leur faire. Ils sont là, c'est pour diriger le pays. Et ce pays, c'est pour nous. Et nos pays, c'est pour nous. Ils ne doivent pas faire ce qui leur plaît.
Ils doivent cesser de faire comme ils veulent. S'ils tuent, il faut qu'ils soient jugés. Celui qui a tué doit être jugé. Celui qui a donné l'ordre doit être jugé. C'est comme cela que le pays doit fonctionner. Et si notre pays ne fonctionne pas de cette manière, nous serons éternellement malades. Rien ne peut s'améliorer. Nous resterons dans l'état où nous sommes. Nous végéterons. Alors, Fidèle Kikan, est-ce que ça suffit que quelqu'un qui soit au pouvoir et qu'on commet un crime en son temps soit responsable? Parce qu'au niveau de l'amnistie, vous faites quand même de la documentation. Vous avez bien l'article 19 de notre Constitution qui va jusqu'à dire, même quand vous êtes en devoir d'exécuter un ordre, je paraphrase, d'un supérieur hiérarchique, et que cet ordre doit être à l'encontre de la jouissance des droits humains, vous êtes fondé pour faire opposition, pour refuser de l'exécuter. Donc ça veut dire que si vous l'exécutez, vous êtes pénalement responsable, et si on remonte, les commanditaires sont aussi pénalement responsables. Donc c'est tout à fait clair. Et comme le maître insiste pour vous le dire, les droits humains sont exigibles des États. C'est l'État qui a l'obligation de protéger. Et il n'y a pas justice tant qu'il n'y a pas, comment dit-on, tant qu'il n'y a pas, le mot m'échappe, reddition de comptes et redevabilité. Et la reddition de comptes et redevabilité ici, c'est constitue les responsabilités et que ceux qui ont fauté soient présentés à la justice et répondent de leurs actes conformément à notre convenu social que sont les lois que nous avons prises. Mais là où le bas blesse ici, on fait exprès de créer un climat d'impunité qui en fait a pour effet d'aggraver le climat de peur. Parce que quand l'autre a fait, et puis il est assassiné comme ça, et puis personne n'en parle, on connaît les auteurs de façon un peu plus ou moins diffuse, et personne n'en parle et que les auteurs pavanent, vous qui voulez à la suite suivre ce meneur-là, vous êtes découragé dans votre élan. Donc les États sont en train de faire de façon systématique pour non seulement désorganiser l'appareil de jouissance des droits humains, mais encore le mécanisme de jouissance des droits humains et de surveillance des droits humains que sont les défenseurs des droits humains. Mais heureusement que tout le monde ne va pas avoir peur et que de notre campagne, il va y avoir de plus en plus de voix qui vont se lever. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, vous avez vu ce qui se passe en Amérique du Sud. Et ça, c'est intéressant parce que ces pays qui, pendant longtemps, ont vécu dans un climat plus ou moins de terreur, aujourd'hui, les gens disent non, ça suffit. Même vous-même, bravo, Sika. On a voulu vous faire taire, mais vous avez trouvé les moyens de continuer à vous exprimer. Mais c'est ça. Et c'est les résultats que nous attendons de cette campagne en Afrique et de par le monde entier. Que les gens puissent continuer. Que les étudiants, même si demain, il y a une centaine qui sont encore exclus, que d'autres étudiants reprennent leur place et continuent la lutte. Alors, vous avez dénoncé tout un tas de méthodes ici, que ce soit les mesures administratives de restriction, que ce soit l'Internet, les réseaux sociaux, la diabolisation, autant de paramètres que vous avez à votre niveau qui montrent que justement les défenseurs des droits de l'homme ont encore du pain sur la planche. Maître Tobada, comment est-ce que vous appréciez ces méthodes de restriction? Oui, elles sont tout à fait illégales. Elles sont illégales. Parce que parce que le réseau social aujourd'hui est à la portée de tout le monde, on doit l'utiliser pour déstabiliser un régime en place? Non, 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 non. Vous parlez de déstabilisation. L'objectif n'est pas la déstabilisation, c'est l'information. Vous voyez, en matière d'information, nous sommes victimes de tellement de violations. L'État a l'obligation d'informer sainement, d'organiser l'information des citoyens sur tout, sur toute question. La diffusion de l'instruction, etc. Or, ça ne se fait pas. Prenez l'ORTB. Nous avons tellement de frustrations que nous ressentons. L'information générale. Aujourd'hui, mais il y a pas mal de choses qui sont faites, mais tout n'est pas couvert. Nous quémandons des fois que des activités soient couvertes. Donc, l'information n'est pas couverte. Le citoyen n'est pas informé, alors que l'État a ce devoir d'informer. Si l'État ne le fait pas, que des citoyens recourent, heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a tous ces moyens-là aujourd'hui qui permettent de briser. Supposez ici avec l'ORTB, comme seule radio. C'est ce que nous vivions sous le PRPB. C'était l'unique moyen d'information. Et ce que l'ORTB dit, c'est la vérité. Pendant longtemps, dans notre pays, il a fallu combattre et vaincre cet état de choses. Heureusement qu'il y a beaucoup d'autres médias. Donc, s'il n'y avait pas ces réseaux, figurez-vous dans quel état nous serions. Donc, tout ce qui est fait, c'est l'information. Alors, comme je l'ai dit d'entrée,
Si quelqu'un sent qu'une information est portée et qu'il a la contradiction, qu'il vienne la porter. De la discussion, dit-on, jaillit la lumière. Faisons le débat. Notre pays a besoin de critiques, de débats. C'est cela qui nous fera avancer. Les pays qui ont pu faire des avancées, c'est la critique. La critique sociale, la critique scientifique, c'est cela qui a pu avancer. Le Bénin en a besoin. Il n'y a pas encore de démocratie au Bénin, ce n'est qu'une demi-démocratie. On a besoin d'avancer, il faut beaucoup plus de démocratie. Sans la démocratie, il n'y a pas de science, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de développement. Alors, quelques chiffres pour vous, fidèles qui, en 2016, Amnesty International a constaté que des personnes ont été tuées dans au moins 22 pays pour avoir défendu pacifiquement des droits humains. Des hommes et des femmes ont été victimes de campagnes de diffamation dans 63 pays pour la même raison. Dans 68 pays, des défenseurs des droits humains ont été arrêtés ou placés en détention en raison de leurs actions pourtant pacifiques. Et puis, des menaces et des agressions contre eux ont été signalées dans 94 pays. Allons-nous rester les bras croisés et laisser ceux qui sont au pouvoir poursuivre leur travail d'élimination des défenseurs des droits humains, qui sont souvent le dernier rempart d'une société libre et équitable, ou allons-nous réagir et nous mettre en travers de leur chemin? Vous avez la question, il faut absolument, parce que notre génération, nous avons une grosse responsabilité de pouvoir donner de la valeur au sacrifice de ceux qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer ou de passer à côté. Et donc, à cette question, il faut pouvoir résolument et de façon ferme et dans le droit, pouvoir faire barrière à tout gouvernement. Mais de quels moyens disposez-vous? Alors, les moyens dont nous disposons, c'est l'espace civique. C'est pour ça que nous sommes ancrés aux lignes rouges qui jaillissent un peu partout. Ce n'est pas possible que ces lignes rouges jaillissent de cette manière parce que pour nous, c'est notre micro, c'est notre caméra, un peu comme vous. Alors, donc déjà que l'espace civique soit libéré. Et puisque nous avons une loi fondamentale, par exemple, qui a un article 25 qui dit qu'il faut pouvoir garantir la liberté d'association, de manifestation, de cortège à travers une loi, déjà faire pression dans notre pays pour que cette loi-là soit prise. Et que le prince ne puisse plus, à son bon vouloir, déclarer une manifestation de trouble à l'ordre public, par exemple. Il faut pouvoir déjà lever le climat diffus de peur comme je le disais, en finissant, j'espère que les enquêtes sont ouvertes sur les différents cas que nous avons relevés, en finissant ces enquêtes. Et il faut surtout, ça date de 1998, la déclaration sur la protection des défenseurs des droits humains au niveau de l'ONU, où les États ont pris l'engagement de pouvoir faciliter et encourager le travail des défenseurs des droits humains à travers une loi. Certains pays qui ont été cités dans le rapport négativement l'ont fait, comme la Côte d'Ivoire, même si habilement, et c'est un peu ça la menace législative à laquelle nous faisons face justement, parce qu'habilement, il y a des tests qui sont pris, mais à l'intérieur de ces tests-là, il y a de petites expressions, et quand la veille citoyenne n'est pas alertée, qui passent, et qui après, vous pensez que c'est des tests qui sont censés vous protéger, mais on vous relève des dispositions de ces mêmes tests. Mais au moins pour le cas du Bénin, déjà, ayons un test clair qui puisse protéger les défenseurs des droits humains, eu égard au service public que Maître a longuement expliqué ici sur le plateau, que nous rendons à la nation. Et donc, qu'une demande d'enquête pour finaliser, pour clarifier une situation de Martin Assogba ne soit pas vue par le premier des Béninois, le père des Béninois, comme une polémique qu'on veut créer. Non. Mais que ce soit une demande et que l'État le perçoive comme une obligation de rendre compte quand la vie de quelqu'un qui rend un service public, qui est d'utilité publique, de par son statut, est menacée. Alors, Maître Juliette Ogbadja, Amnesty International vient donc d'énumérer les moyens dont il dispose pour pouvoir donc contrecarrer tous ces agissements des autorités étatiques, puisque vous avez tous reconnu sur ce plateau que les commanditeurs, tout comme instigateurs, sont bien sûr les autorités au sommet des républiques. Alors, comment est-ce que vous pensez que on peut arrêter ces agissements à l'égard des défenseurs des droits humains? Oui, donc il faut dire déjà que des choses sont faites. Des choses sont faites, très heureusement. Je prends le cas de l'université. Alors, des batailles se mènent donc, au sujet de la situation des 21. Des choses se font lorsque, par exemple, le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations d'étudiants, en réalité d'interdire les associations estudiantiles. Alors vous avez vu, c'est beau ce qui s'est passé. Donc, toutes les organisations démocratiques battantes, véritablement, se sont mises debout.
Lorsque, par exemple, la dernière fois, le gouvernement a décidé, donc soumettant un projet de loi portant révision de la Constitution, avec un test aussi affreux, vous avez vu comme le pays donc s'est mis debout. C'est cela. Sans oublier la loi, enfin la proposition de loi ou le projet de loi sur le renseignement. Sur le renseignement, etc. Autrement dit, si vous envoyez un message, vous parlez donc à l'un des proches pour dire un peu un secret que vous aimeriez conserver, alors le gouvernement est informé. Alors, donc vous voyez en gros, cette veille citoyenne, cet état d'esprit, c'est ça qu'il faut. Mais il n'est pas suffisant. Il y a tellement de questions à résoudre, ce n'est pas encore fait comme cela se doit. Ce que je voulais vous dire, alors pour lutter contre un sorcier, comme on dit, il faut empêcher le sorcier d'avoir sa liberté, d'organiser, de planifier ses crimes. Ceux qui nous dirigent, pour les empêcher de continuer à faire ce qu'ils font, la seule façon, c'est de se mettre debout, c'est de batailler, c'est de trouver les voies et moyens, c'est de batailler toujours. Et c'est précisément cette bataille qui nous protège. C'est ça qui protège les défenseurs. Lorsque ils arrêtent, lorsque ils tuent, il faut se mettre debout pour que celui qui a tué, il faut que absolument justice soit rendue. Il faut qu'ils répondent. Lorsqu'ils arrêtent, il faut empêcher l'arrestation. Il faut se mettre debout. La seule façon de régler ces problèmes, c'est nous. Et si nous ne faisons pas assez, nous allons mériter nos dirigeants. Si nous ne faisons pas, nous les méritons aujourd'hui, tels qu'ils sont, méchants et tout là. Nous les méritons. Tout peuple mérite ses dirigeants. Or, je ne veux plus mériter ces gens-là. Je ne veux plus que ces gens me dirigent. Des gens qui volent, qui pillent, qui oppriment, qui affament. Aujourd'hui, c'est des affameurs. C'est des affameurs qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. En cassant les gens, en empêchant les gens d'avoir. Donc, ce qui le trompe-œil, ce qui leur permet donc de vivre, c'est des affameurs. En licenciant, en abandonnant la jeunesse, ce sont des affameurs. Il faut empêcher les affameurs de continuer à affamer le peuple. Mon peuple a droit à vivre heureux. Il existe tout pour que mon peuple vive heureux. Il faut que ça cesse. Ça dépend de nous. Est-ce que vous pensez que dans ce pays, la plupart des pays, des États africains que vous avez dénoncés, où des régimes autoritaires sont en place, est-ce que vous pensez qu'Amnesty sera écouté, puisque n'ayant pas de moyens de coercition? Nous n'avons pas de moyens de coercition, c'est pas évident. Parce que Maître vous a dit, le pouvoir appartient au peuple. Je ne dirais pas plutôt que c'est des pouvoirs, tous sont des pouvoirs autocratiques, c'est des pouvoirs qui sont en demi-démocratie, en demi-teinte, qui naviguent entre deux quand nous leur laissons de l'espace. Et justement, il ne faut pas leur laisser de l'espace. Ça, c'est le gros mot qu'il faudra retenir de cette campagne. Il ne faut pas laisser l'espace. Plus les lignes rouges vont sortir, plus il faut oser le courage de pouvoir dire, selon nos tests, que ces lignes rouges ne doivent pas rester. Il faut les mettre à l'étroit. Il faut les mettre à l'étroit. Absolument. C'est-à-dire que c'est un rapport de force qu'il faut mener intelligemment dans le plaidoyer, mais aussi dans la confrontation quand il le faut. Je pense que je répète toujours par rapport au plan stratégique 2016-2019 de Amnesty, où nous avons dit, nous allons négocier, nous allons plaidoyer quand il le faut, mais quand il faut aller à de la confrontation, il faudra le faire. Vous voyez un peu ce que nous faisons dans les autres pays. Alors, donc c'est ça, il est question. Nous ne sommes pas désemparés. Pas du tout. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est surtout pour pouvoir susciter d'autres vocations. Dans notre... Vous avez vu la dernière sortie, parce que Maître parlait justement de crimes et de l'impunité. Vous avez vu la réaction, bon, on concède d'une certaine partie de la société civile sur le soi-disant non-lieu de PPA2. Nous respectons la justice. Là, par exemple, c'est un exemple d'un plaidoyer. Nous ne sommes pas encore dans la confrontation. Nous avons proposé à l'État, par exemple, de dire, OK, vous pouvez interjeter appel puisque la loi le dit. Et puisque vous avez pris des initiatives avant. Parce qu'in fine, il n'est pas que question de chiffres. Il n'est pas que question de tel ministre ou de telle personne. Il est question de la population, du citoyen lambda qui tous les jours se tue en ne trouvant pas de l'eau ou en buvant de l'eau trouble. Et c'est nous qui pouvons le faire. Si en le faisant, on se met en danger, il faudrait que d'autres personnes, justement, les personnes pour lesquelles nous faisons ce travail-là, puissent se lever, pas nous venger en quelque sorte dans le sens d'une vendetta, mais réclamer justice pour nous, pour notre meilleure protection. Donc c'est toute la philosophie de ce que nous sommes en train de mener. Cette campagne-là va durer 4 ans. 2 ans à peu près. 2 ans. Oui, décembre 2019.
on va clôturer. Mais alors, quand on parle des campagnes qui finissent, il faut faire la nuance. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui est lancée et dans sa forme organisationnelle et tout ça, ça mobilise tous les efforts. Ça mobilise les efforts, ça peut finir de façon programmatique. Mais derrière, est-ce qu'on peut arrêter une campagne sur la protection des défenseurs des droits humains? C'est une bataille de tous les jours. Et donc, c'est une dynamique qu'on a lancée et nous espérons que la jeunesse de ce pays, qui pendant 27 ans a été privée de l'article 40 de la Constitution et de façon exprès, parce qu'on a fait exprès que cette jeunesse ne soit pas informée à la chose de ses droits et des droits humains pour créer un effet domino. Parce que quand vous n'êtes pas informé de la chose des droits, vous n'allez pas réclamer vos droits d'abord, ou en voulant réclamer, vous le réclamez mal et on peut vous opposer des choses qu'on oppose actuellement aux étudiants. Mais qui a intérêt à ce que le peuple n'ait pas accès à la connaissance? Est-ce que vous, par exemple, avant qu'on ne commence, je ne vous piège pas, hein, mais j'ai fait un peu Quand j'ai commencé à parler de l'article 40 de la Constitution, j'ai vu plusieurs de vos confrères qui l'ignoraient complètement. J'ai vu des autorités de ce pays qui l'ignoraient complètement. On l'a fait exprès. Maître a parlé tout à l'heure du service public en matière de communication. L'article 40 a fait obligation à l'État de mettre le service de communication publique à la disposition des citoyens, surtout quand nous sommes dans un pays où nous avons près de 80% d'analphabètes et qu'on ne fait rien pour que l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle, puisse évoluer. Alors donc, on fait exprès de conduire toute une génération dans l'ignorance, dans l'opacité de leurs droits pour pouvoir en juger. Si vous ne savez pas ce que vous me réclamez, vous allez réclamer comment? Et vous faites bien de relever pour qu'on revienne après, dire nul n'est censé ignorer la loi. Alors que les lois qui sont prises parfois en catimini à l'Assemblée nationale, ne sont même pas vulgarisées. La chaîne législative ne va pas à son thème. Quand vous avez 80% d'analphabètes d'une population et que notre mécanisme de prise de loi n'est pas un mécanisme qui quitte la population vers le haut, mais qui quitte plutôt des autorités vers le bas, et que vous arrêtez simplement la promulgation des lois, et à quelques réunions de fanfaronnade politique pour dire vous êtes allé expliquer quoi à qui. Donc finalement, la population est complètement ignorante. Regardez tout ce qui se passe sur les lois, sur le foncier et autres. Les gens ne sont pas informés. Donc, cette campagne est aussi pour inciter la population à s'informer, à pouvoir être informée et inciter les dirigeants à faire le travail qu'ils doivent faire. Maître Juliette Ogbadja, je me permets cette fois de vous dire président de Ligue parce que vos réactions ici, ce n'est pas l'avocat, mais c'est plutôt le président de Ligue qui parle. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de la Ligue aujourd'hui pour que, en lieu et place des autorités, vous puissiez quand même divulguer ces informations normatives à l'endroit de la population? Oui, alors, depuis très longtemps, nous avions même fait un plan. On a un vaste programme qui est tel que dans chaque arrondissement, nous ayons une antenne. Nous nous efforçons aujourd'hui, nous avons des structures un peu partout et nous demandons au pouvoir public qui ont l'obligation de nous en donner les moyens, de nous fournir ces moyens pour que ces services fonctionnent. Alors, une antenne partout, ça permettra à chaque citoyen d'être informé du minimum sur ses droits. Au moins la Constitution du Bénin, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les pactes relatifs aux droits civils et politiques. Ce minimum, lorsqu'on le met à la disposition du citoyen, on aura fait la moitié du chemin d'un point de vue des droits de l'homme. Donc, nous avons mis des antennes un peu partout. Nous recueillons les informations. Nous diffusons donc les textes. Nous faisons de la vulgarisation. Donc, dans le cadre de l'action promotionnelle, nous faisons connaître, non seulement en français, mais en langue nationale. Le plus important, c'est en langue nationale. Il faut que ce travail se fasse dans nos langues. Parce que si on pense que c'est en langue française, non, on aura raté. C'est 80% de Béninois qui ne savent ni lire, ni écrire. Je ne parle pas du français, mais leur propre langue. Les textes sont en français. Il faut que l'effort se fasse dans ce sens. Donc, nous, on fait déjà. Mais notre campagne de défense, c'est couplé constamment d'actions promotionnelles. Parce qu'en défendant, nous disons les droits en même temps. Nous informons les citoyens. Nous le faisons avec le peu de moyens que nous avons. Nous ne demandons qu'une chose, que les pouvoirs publics exécutent leurs obligations en mettant réellement en application l'article 40. L'effectivité de l'article 40 de la Constitution. Donc, par ce moyen, nous serons dotés davantage d'instruments qui nous permettent de relayer, d'informer, donc d'aider le citoyen à s'aguerrir. Alors, lorsqu'on dit, effectivement, il vous l'a dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi, ça fait sourire. C'est une maxime républicaine, il est vrai.
Vous allez en France aujourd'hui, il est vrai, c'est une maxime, mais combien sont les citoyens français qui connaissent même leurs droits, quoi que ça soit dans leur langue? Que dit du Bénin? Tout se fait dans une langue étrangère. 80% des Bénin, du nord au sud, donc ils connaissent que leur langue, qui ne sont même pas enseignés. Nous en sommes encore à ce stade. Alors donc, avant d'opposer à quelqu'un, nul ne sait ignorer, non, nul ne peut, donc n'est censé ignorer la loi, il faut porter la loi à sa portée. Il faut traduire la loi. Il faut lui enseigner le contenu de cette loi. Ça fait partie également des combats de la Ligue pour la défense des droits. Combats que nous menons et combats que nous continuons, bien entendu, dans le cadre de cette campagne-ci avec Amnesty, parce qu'il s'agit donc davantage de relayer, davantage de faire comprendre l'importance que l'État du Bénin prennent aujourd'hui un test relatif à la défense des défenseurs. C'est une question cardinale et d'actualité. Voilà. Merci donc à vous, Maître Julien Toubadja. On va sortir donc de cette émission Fidèle Kikan. On retient quoi en 1 minute? On retient que les cas que nous avons cités, Maté Assoba, Caporal Dango et consorts, que l'État puisse diligenter des enquêtes et que les auteurs et les commanditaires soient sanctionnés. On retient que au titre de l'article 25 de la Constitution de notre pays, qu'une loi sur la garantie du moins des libertés d'association, de mouvement et de cortège soit assurée. On retient que au thème de l'esprit de la déclaration de 1998 des Nations Unies, qu'une loi soit prise au Bénin pour mieux protéger les défenseurs des droits humains. On retient enfin que l'article 40 de la Constitution doit pouvoir être promu tel que c'est, parce qu'il ne peut avoir de justice juste sans un justiciable qui connaît ses droits. Président de la Ligue, juste 30 secondes. La Ligue demande, dans le cadre de cette campagne, une loi portant imprescriptibilité de tous les crimes politiques. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont commis des crimes avant doivent être jugés. C'est précisément donc grâce à une telle loi que ce que nous demandons, la protection des défenseurs, sera assumé. Parce qu'il s'agit de leur protection. On pourra mieux défendre ceux qui défendent. C'est lorsque une telle loi donc aura été prise qu'il sera possible donc de pouvoir les entourer. Qu'on pourra prendre en charge leur vie. Si nous prenons le cas des étudiants, ceux qui ont pris les devants, il faut que non seulement ceux qui ont pris des lois uniques, ceux qui ont pris des mesures uniques soient sanctionnés, mais il faut les protéger, il faut les prendre en charge d'un point de vue social. Donc, seule l'imprescriptibilité des crimes permettra de régler toutes ces questions-là. Il faut avoir donc le courage pour pouvoir donc prendre une telle décision. Osons le courage, nous c'est nous bien mettons sûr. dans cette bataille immédiatement avec Amnesty et tout. Et notre exigence dans le cadre donc de la lutte contre l'impunité, nous mettons en avant, nous demandons une telle loi. Osons le courage, c'est donc cette campagne lancée par Amnesty International, une campagne qui prendra fin en décembre 2019. Merci à vous, Fidèle Kikan, directeur de Amnesty International Bénin. Merci à vous, Maître Julien Toubadja, avocat au barreau du Bénin, président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme au Bénin, d'avoir partagé donc avec nous vos réflexions sur cette campagne. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis sur SICA. C'était votre émission Angle de vue et à très bientôt. Pourquoi ce serait facile pour toi,